OK, donc du coup là par rapport, à cette présentation, donc le but c'est d'aborder justement une approche, un petit peu différente, telle qu'on peut les connaître habituellement, quand, la prise en charge du TDAH notamment. Donc, l'idée c'est d'aborder donc le principe des thérapies familiales. Donc l'idée c'est de voir un petit peu déjà, bah, qu'est-ce qu'elles sont, et en quoi justement ces thérapies familiales peuvent comment dire? Peuvent s'inscrire dans la prise en charge du TDAH. Donc du coup, par rapport, voilà, pour faire, un peu bref, donc moi c'est Mathieu Fassieux, donc je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. J'exerce, en libéral. Je suis du coup spécialisé dans l'accompagnement, des personnes qui ont un TDAH. Je pratique également de l'accompagnement familial et je suis en cours de réalisation d'un DU, de thérapie familiale justement pour, bah, avoir plus ces éléments, techniques, et on va dire quand même ce savoir-faire dans la prise en charge, des personnes et des familles. Donc voilà, donc voilà un petit peu à quoi je me prédestine en tout cas dans ma pratique. Donc par rapport aux choses qu'on va pouvoir aborder ensemble, ce soir, donc l'idée c'est de, voilà, refaire un petit point bref sur ce qu'est le TDAH, sur, sur ce qu'on entend par le TDAH, donc voilà, sans refaire de nouveau tout un historique, grosso modo les grandes lignes, des choses qui sont souvent, dites et nommées, donc voilà. Ensuite, l'idée, c'est de partir, aussi de quelles sont les répercussions du TDAH. Donc, l'idée sera d'aborder, bah, aussi bien les choses qui peuvent se passer au niveau de la scolarité qu'au niveau de la famille notamment, et c'est là que, finalement, l'importance de l'accompagnement familial prend sa place quand on commence à s'interroger sur ces répercussions-là. Donc voilà, donc, par rapport, à la manière dont je voyais, s'organiser la présentation de ce soir. Donc sachant que l'idée, voilà, de faire aussi ce live, ce soir, c'était aussi pour pouvoir s'inscrire dans la démarche donc il va y avoir là le 12 juin, la journée nationale de sensibilisation au TDAH, durant laquelle justement différentes associations dont, TDAH pour l'égalité des chances, Typique Atypique, Hyper Super, TDAH partout pareil, voilà, donc il va y avoir, différents collectifs qui vont vraiment se mobiliser pour pouvoir, sensibiliser, à ce trouble, et donc l'idée, voilà, est que le Raptor s'inscrive aussi dans cette démarche-là de sensibilisation à travers, une approche, on va dire, un peu nouvelle. Enfin nouvelle, au sens où, c'est peu conventionnel et peu discuté en tout cas. Alors, donc par rapport, aux généralités, du TDAH, donc justement, le TDAH, c'est quoi? Donc c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc l'idée, c'est que, c'est un trouble qui n'est pas récent, c'est pas une invention récente du Big Pharma, c'est un trouble qu'on connaît depuis un certain temps et depuis notamment très longtemps. Donc voilà, on avait une première description déjà de symptômes du TDAH, par, Melchior Adam en 1775, et au fur et à mesure, les auteurs, ont développé, des modèles, une compréhension de la symptomatologie jusqu'à la définition actuelle qu'on a du TDAH, qui est du coup la présence de symptômes, d'inattention et ou d'hyperactivité-impulsivité qui sont présents pendant une, durée supérieure à 6 mois, dont les symptômes sont apparus avant l'âge de 12 ans et dont les répercussions doivent avoir un impact significatif sur le quotidien, dans la scolarité, dans la sphère familiale. Voilà, donc on a vraiment, cette définition, on va dire vraiment pathologique, on va dire, des aspects attentionnels et d'hyperactivité, impulsivité. Donc voilà, justement cette triade symptomatique, hein, qu'on va retrouver et qui va perdurer, en tout cas à l'âge adulte, qu'on va retrouver chez les enfants sous des manifestations un petit peu différentes en fonction, bah, parfois du sexe. Là justement, là je renverrai aussi, à cette intervention que je pourrais faire lors de la journée du 12 juin sur, le TDAH au féminin par exemple. Donc voilà, on sait qu'il y a des choses qui peuvent être un peu différentes, en tout cas dans l'expression ou dans les manifestations du TDAH, donc les grandes lignes restent présentes.
Voilà donc i par rapport, à ces symptômes, par rapport à l'évolution, par rapport à l'explication, de ce qu'est le TDAH, bah, il y a de nombreux ouvrages qui peuvent, être tout à fait intéressants et pertinents, à lire. Donc je pense par exemple à «Mon cerveau a besoin de lunettes» pour pouvoir expliquer le TDAH justement aux enfants. Ou en utilisant un peu cette analogie de, bah, quand on a des difficultés de vision, bah, on va mettre des lunettes. Bah, quand on a des troubles de l'attention, c'est pareil. Et ben, du coup, quand on a des troubles de l'attention, c'est un peu comme si on était myope attentionnellement et on a besoin d'aide, de structures, d'aménagement pour pouvoir développer ces aptitudes-là. Ensuite, il y a le livre de Sébastien Weibel sur le manuel d'hyperactivité et du déficit de l'attention, donc c'est surtout chez l'adulte, mais il donne aussi des éléments assez intéressants sur les comorbidités, sur, l'évolution, de la symptomatologie, dans le TDAH, comment est-ce que, les aménagements peuvent être faits au niveau du quotidien. Il y a différents chapitres qui sont très intéressants et le livre a notamment été fait pour être lu par les personnes qui ont un TDAH, donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose d'adapté. Et ensuite, dans le TDAH, il y a souvent quelque chose qui est un peu exclu des classifications, en tout cas dans le DSM, sont les troubles de régulation émotionnelle. Et c'est notamment un élément qui est important dans les thérapies familiales aussi, finalement, cet élément de dérégulation des émotions dont on pourra parler un petit peu plus loin. Donc, à nouveau, sans entrer dans les détails, le TDAH, il y a des hypothèses neurobiologiques, il y a des hypothèses exécutives, il y a des hypothèses voilà, assez multiples, par rapport à ces explications-là. Donc on va voir par exemple le modèle, du déficit d'inhibition, donc qui est plutôt le modèle de Barclay, qui est de considérer que voilà, ce serait un dysfonctionnement exécutif. Donc théoriquement, le fonctions exécutives sont des fonctions cérébrales particulières qui vont permettre de contrôler le comportement, de contrôler les distractions et normalement, on est censé avoir un processus d'inhibition qui nous permet de contrôler ces distractions et ces comportements pour, réguler, les apprentissages, pour pouvoir entrer dans les activités et cetera et ces choses-là fonctionnent assez mal dans le cadre du TDAH et donc du coup, théoriquement, en tout cas, ce modèle du déficit d'inhibition expliquerait le TDAH de cette manière-là. De l'autre côté, on va avoir plutôt Sonou Gabark, qui va plutôt parler lui, des aspects, comment dire? Des aspects plutôt motivationnels. Du fait que ce soit le circuit de la récompense, du coup, qui serait, altéré dans le cadre du TDAH, ce qui voudrait dire qu'on aurait une forme de, entre guillemets, «fainéantise» du cerveau, qui va toujours vouloir rapidement avoir l'avantage, avoir la récompense et ensuite en fonction et là on retrouve à nouveau cet aspect systémique environnemental. L'environnement qui en fonction de la réponse va faire que il va y avoir une augmentation de ce cercle vicieux de: «Je veux de plus en plus rapidement les choses, je veux de plus en plus vite la récompense», qui va augmenter cette aversion au délai, donc vraiment cette allergie à l'attente, et augmenter finalement ses comportements impulsifs. Ensuite, on a d'autres hypothèses, notamment, neurobiologiques avec, des aspects, neurotransmetteurs, à savoir que justement ce petit circuit de la récompense qui se situe au niveau médian cérébral, donc vraiment à l'intérieur du cerveau, qui comprend justement différentes structures, qui sont impliquées dans les émotions. On pense à l'amygdale, on pense, au système limbique, on pense, voilà, à toutes ces régions-là, qui vont avoir un rôle clé, dans, la réaction émotionnelle et on voit que finalement on a un lien, donc c'est, le réseau notamment, en rouge, hein, et le réseau bleu ici, le circuit de la récompense, le reward network, et les voies un petit peu, frontales, qui vont être en connexion et où finalement le système émotionnel en étant déréglé, il va justement y avoir des productions dopaminergiques, qui vont être moindres, ce qui explique aussi le fait que cette dopamine en n'étant pas, assez activement libérée, en ayant une concentration déséquilibrée, il va y avoir finalement des manifestations comportementales, de contrôle émotionnel, de contrôle attentionnel qui vont être très complexes et qui vont finalement entraver, l'entrée dans les apprentissages, la vie sociale et cetera. Et on parle aussi d'hypothèse du réseau du mode par défaut avec finalement donc on aurait, le réseau violet qui serait le réseau du mode par défaut, qui serait un peu le cerveau en fait qui s'éteint pas hein, quand on fait rien. Il va plutôt se mettre dans un état de pause et cet état de pause, il va correspondre à une activité de région cérébrale assez spécifique, donc ces régions en violet. Et ces régions en violet sont notamment anticorrélées, c'est-à-dire que lorsqu'elles s'activent, les régions en bleu vont se désactiver, qui sont ce qu'on appelle les aires cérébrales impliquées dans l'attention focalisée.
Et normalement, on est censé avoir un jeu de balancier entre les 2. Le réseau par défaut s'active quand on est au repos et du coup les aires, d'attention focalisée entre guillemets «se reposent» en ne s'activant pas. Et dans le cadre du TDAH, il y aurait aussi une dérégulation de cette activité-là, où finalement le réseau du mode par défaut s'activerait dans des moments où c'est pas nécessaire et ça créerait comme ça cette distractibilité interne, ou cette, plus grande sensibilité en tout cas, aux informations non pertinentes. Donc voilà par rapport, un petit peu à ces bases, heu, explicatives au niveau des altérations qu'on va pouvoir retrouver dans le TDAH. Donc finalement à partir de tout ça, on va avoir des répercussions, mais quelles sont-elles, ces répercussions finalement dans le cadre, de ces différentes explications théoriques qu'on peut avoir sur le TDAH? Donc là, on a un modèle un peu global parce que c'est vrai qu'en général, le TDAH, quand on va l'analyser, l'étudier ou l'interroger, c'est souvent parce qu'il va y avoir des troubles, des apprentissages. Alors justement, dans ces troubles des apprentissages, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bah, quand on parle de troubles d'apprentissage, de manière générale, eh ben, ça va dépendre déjà des compétences innées, c'est-à-dire les aptitudes que la personne va avoir, en elle. Donc, voilà pour le plan scolaire, mais pour le niveau, pour les interactions sociales ou familiales, c'est la même chose. Ça va aussi dépendre de quelles sont les structures qui nous ont, configurés, qui nous ont donné certaines structures de pensée, qui nous ont donné certains schémas, relationnel. Et donc du coup, ce fonctionnement inné, il va justement après entrer en interaction avec d'autres choses. Donc dans le cas scolaire, c'est l'entrée dans les apprentissages qui va nécessiter de traiter des choses, mais finalement, on a aussi besoin de traiter des choses dans les relations sociales, hein. Là, à l'école, bah, effectivement, il faut lire une consigne, il faut trouver le mot-clé important, il faut analyser la situation. Dans les relations sociales ou familiales, c'est la même chose. Il faut regarder dans quel lieu on se trouve. Est-ce qu'on est chez un ami? Est-ce qu'on est chez ses parents, chez ses grands-parents? Est-ce qu'on est avec des personnes connues, inconnues? Et voilà, si on est distrait, si on a une dérégulation des émotions, c'est-à-dire difficulté vraiment à digérer les émotions, vraiment on les ingère et elles vont juste se sommer les unes aux autres et que finalement, il y a une explosion émotionnelle qui va se faire, bah, ça rend aussi bien les apprentissages que les relations sociales très compliquées et on peut aussi avoir la motivation fluctuante. Ensuite, par rapport à donner une réponse, bah, c'est pareil. Donner une réponse à l'école, bah, si on est, impulsif, frustré, opposé, alors on va pas pouvoir entrer dans l'apprentissage, on va faire beaucoup d'erreurs, on va avoir la flemme de se relire. Bah, dans les relations sociales, c'est pareil. On va pas écouter l'autre parce que c'est pas motivant, c'est pas voilà, on se sent frustré. On a l'impression que l'autre, voilà, il nous écoute pas, on analyse mal, ouais, de toute façon il m'aime pas, voilà et puis après, impulsivement, il peut y avoir des relations il peut y avoir des relations qui sont, comment dire? Qui sont mises à mal, qui sont, voilà, qui sont un petit peu, altérées. Ensuite, on va avoir finalement après donc c'est dans le cadre scolaire, c'est cette capacité à pouvoir établir un lien entre ces informations pour pouvoir généraliser des choses. Finalement, dans les relations sociales, c'est la même chose. En fonction de ce qu'on a traité, de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a fait, et ben, on va devoir un peu créer une somme pour pouvoir se créer une représentation des situations, créer un apprentissage social. Donc finalement, on voit qu'il y a quand même des liens assez forts entre, les répercussions qu'il va pouvoir y avoir au niveau cognitif, au niveau des difficultés en tout cas, qu'il va pouvoir y avoir causées par le TDAH, qui vont avoir un impact sur les éléments scolaires, mais aussi sur les éléments sociaux et familiaux. Donc voilà, là on a vraiment cette vue que finalement, OK, quand on s'intéresse vraiment aux choses plutôt théoriques, aux choses de modèle, bah, on va, considérer que, voilà, le TDAH, c'est surtout un problème de cerveau. Donc en soi, oui, hein, effectivement, c'est bien un problème de cerveau dans la mesure où on parle de troubles exécutifs pour le contrôle de l'impulsivité et du comportement, de la régulation des émotions. OK, on parle bien de dérégulation, de concentration de neurotransmetteurs, de messagers chimiques, donc OK, à nouveau, on est d'accord, mais ce cerveau, en fait, il est en interaction avec plein de choses. Il est en interaction avec un corps, le nôtre, donc c'est là aussi où toutes les pratiques autour de la nutrition, du sommeil, de l'environnement, bah, c'est très important parce que notre corps va lui aussi capter des informations, donc voilà, c'est très important. Notre cerveau, il est aussi en relation avec d'autres cerveaux. Donc oui, bien sûr, enfin bien sûr, on n'est pas en relation directement avec le cerveau de quelqu'un, mais en tout cas, on est en relation avec un autre cerveau qui va lui aussi avoir sa propre représentation du monde, ses propres analyses, ses propres émotions, son propre fonctionnement, son propre rapport au corps.
Donc là, à nouveau, le fait que résumer une personne, à son potentiel, en tout cas cérébral, bah, c'est quelque chose d'assez limité et en même temps, voilà, ce cerveau va aussi être en contact de relations diverses, qui va pouvoir s'élargir de plus en plus. On a les amis, la famille, le mon enfin voilà, finalement sur le monde assez global. Donc, cette idée-là, c'est vraiment cette idée de systémie où finalement on va avoir, une relation qui va être établie entre un cerveau, une personne globalement, une personne qui a une certaine personnalité, une personne qui a certaines émotions et certains comportements, qui vit dans un certain cercle familial, qui vit dans une certaine culture, qui vit dans un certain monde, et cetera, et cetera. Et puis après, c'est un peu couche d'oignon, quoi, ce rapport systémique où finalement, eh ben, toutes ces couches vont effectivement avoir une importance. Et donc, il faut voir vraiment les choses au-delà du symptôme, en tout cas. En tout cas, au-delà du trouble. Donc, le diagnostic du TDAH. Donc justement, le diagnostic du TDAH, petite animation, bien sympathique, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu cette petite grappe, donc finalement, voilà, on fait des bilans, on fait, voilà, OK, peut-être des bilans, des tests de QI, des bilans neuropsychologiques, on va voir les psychologues, on va voir les neuropédiatres, les pédopsychiatres, les pédiatres, les psychiatres, les neurologues, voilà. L'orthophoniste, l'ergothérapeute, l'orthoptiste, enfin voilà, tous les professionnels qui peuvent, graviter, autour de l'enfant et autour de cette démarche diagnostique. L'idée, c'est que voilà, ce TDAH, il va pouvoir être nommé, il va pouvoir arriver. OK. Donc du coup, bah, en général, voilà, il peut y avoir déjà des craintes au niveau de la famille. Voilà, c'est quoi ce TDAH? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces mots? Pareil, il peut aussi y avoir, les parents qui vont se dire: «Bah non, moi j'y crois pas, c'est la maman qui raconte n'importe quoi, avec moi j'ai pas de soucis, je vois pas pourquoi à l'école ça va pas, alors chez nous ça va». Enfin voilà, c'est vraiment cette idée d'incompréhension, puis en général, voilà, le truc est un peu amené comme ça, bah, aller questionner, aller faire un bilan, donc voilà, c'est et après en général quand ce TDAH arrive, bah, il y a ce moment de réflexion finalement, quelle est la place qu'on va pouvoir accorder à ce TDAH finalement? Cette idée, c'est vraiment ça, c'est, bah, dans ce rapport, imaginons aux Simpsons, on va dire, hein, donc imaginons, voilà, Homer, il marche, voilà, il y a un questionnement de diagnostic, de TDAH qui est posé chez Bart, suite à une hypothèse de madame Krapavel. Et ben, voilà, on va avoir ce questionnement qui va être fait, donc Bart va voir le psychologue, il y a un diagnostic qui va être posé et hop, voilà, il ressort du bureau et bah, du coup, voilà, bah, voilà, le TDAH est arrivé, dans la maison, quelle est sa place? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer, avec l'arrivée de ce TDAH? Et là, du coup, justement, il va y avoir plein de petites stratégies qui vont pouvoir, se mettre en place, dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de questionner au départ, de l'approche, en tout cas de s'inscrire dans les bilans qui sont chronophages, qui demandent, du temps, qui demandent, de l'énergie, de l'investissement, plein de choses. C'est de questionner quelle est la place que va prendre ce TDAH, en fait. Donc, là, justement, j'ai illustré un peu, donc c'est un peu sur les bases de la thérapie ACT, hein, le fait de considérer que, lorsqu'on est face à un problème ou face à une situation, en général, là, on va en reparler de notre système de réaction émotionnelle va nous laisser le choix entre plusieurs choses. En tout cas, c'est inscrit dans nos, on va dire, limite dans nos gènes, dans notre réaction. Voilà, on est face à quelque chose, soit on va lutter contre en le combattant, soit on va lutter, contre en se cachant, en masquant, en évitant le problème. Ou alors il peut aussi y avoir un autre aspect, l'aspect plutôt, on va dire de passivité, où on va être là en mode: «Bon bah, voilà, le diagnostic est posé, j'ai plus rien à faire, du coup c'est bon, c'est l'excuse, j'ai un TDAH, je ne fais plus rien». Et c'est souvent ça la chose qui est importante à avoir en tête, c'est finalement considérer que ce TDAH-là, bah, il va pas forcément servir, voilà, comme une excuse. Il va pas non plus, il l'idée non plus au niveau de le combattre, donc le combattre, ça peut être justement, on va dire, bah, vous avez un TDAH, puis qu'on est là en mode: «Ouais, non, mais en fait, j'ai pas un TDAH, je vais y bosser plus, je vais faire plus, je vais»
Et voilà, donc c'est cette idée d'essayer de surcompenser, de surcompenser. Non, non, c'est pas vrai, on ne le voit pas, on va continuer comme on fait. Donc il peut aussi y avoir finalement cet aspect d'épuisement qui va pouvoir s'installer. Puis le fait voilà, de ne pas voir les choses et de vouloir les masquer. Là, à nouveau, c'est une stratégie qui peut être efficace. Enfin, toutes ces stratégies sont efficaces sur le court terme, hein, mais sur le long terme, quand on s'inscrit après dans un fonctionnement qui continue, bah, sur le long cours, ça va être épuisant. Donc, moi, finalement, la métaphore que j'aime bien donner, c'est que lorsqu'on va faire un bilan, ou en tout cas qu'on va poser un diagnostic, bah, le rôle des personnes qui accompagnent, hein, quel qu'il soit, hein, c'est de jouer ce rôle de clé USB où finalement on a un peu révélé le logiciel TDAH, on fait découvrir à la famille le logiciel TDAH, et ben, notre but après, en tout cas notre objectif, c'est de mettre à jour la famille. Donc voilà, cette mise à jour de la famille, elle est très importante, hein, puisque déjà ça passe par une étape d'entendre le diagnostic, est-ce qu'on l'entend? Après, une fois qu'il a été entendu, c'est pareil. On sait qu'il est entré dans les oreilles, mais après, est-ce qu'il a été traité? Est-ce qu'il a été compris? Est-ce qu'il a été analysé? Et ensuite, il y a encore d'autres choses, hein. Il y a finalement, qu'est-ce que va venir raconter ce TDAH sur les valeurs de la famille, sur les valeurs de chacun, sur les craintes, sur les valeurs par rapport à l'école. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'éléments qu'il faut considérer, parce que voilà, on parle souvent de, un peu comme en psychanalyse, dans le fait de, voilà, il y a une résistance de la part du patient, c'est qu'il ne veut pas être soigné, c'est qu'il peut-être, mais aussi peut-être pas. Peut-être simplement que, en fait, le fait d'avoir, cette chose qui a été révélée, bah, peut-être que c'est pas en accord avec les valeurs familiales, par exemple. Le fait de se dire: «Bah non, nous, dans notre famille, il y a jamais personne qui a eu de difficultés d'attention». Là, un peu le vilain petit canard qui a ses troubles de l'attention, on comprend pas, voilà. Donc après ça vient un peu questionner même le sentiment même d'appartenance, à la famille. Où finalement, voilà, on se retrouve avec un membre qui est, voilà, c'est un peu l'OVNI, on sait pas trop quoi en faire. Et là maintenant, il faudrait modifier, un schéma familial, un schéma de pensée, là maintenant comme ça, suite à des bilans, parce que, le psy, le médecin ou autre a dit que, il y avait un TDAH. Et l'idée justement, c'est d'accompagner ces choses-là pour qu'il y ait vraiment un accompagnement qui suive les valeurs de la famille, parce que l'idée c'est pas de venir, nous, avec nos gros sabots, et tout modifier, tout raser là, faire un brûlis, des terres là, comme les anciennes pratiques de culture, paysanne, et hop, on reprend à zéro. Non, l'idée c'est vraiment de partir sur des valeurs communes, et vraiment avoir un travail, collaboratif en tout cas. Après l'image que j'aime bien donner aussi, c'est, l'image de la pelote de laine, où finalement, quand les membres de la famille, en tout cas, viennent consulter, bah, quand ils vont venir consulter, vraiment, je leur dis toujours: «Bah, imaginez, vous avez, une pelote de laine, toute votre famille ensemble». Bah, là, on a la pelote de laine des Simpsons, où finalement chacun a autour du bras, moi j'ai pas réussi à mettre autour du bras parce que c'est compliqué, voilà, mais du coup, voilà, l'idée c'est que les différents membres Simpson sont reliés par cette pelote de laine orange. Chacun a un petit fil, et Bart, bah, par son diagnostic, est relié à une autre pelote de laine par rapport au TDAH. Et finalement, ce qu'on a, c'est, un lien, en tout cas, qui est établi entre ces personnes. Donc là, ça nous donne déjà un petit peu une idée, systémique, une idée de lien, une idée de force, en tout cas de lien qu'il peut y avoir dans le contrat, on va dire, familial, dans les rapports familiaux. Donc finalement, une fois qu'un diagnostic a été posé dans le TDAH, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, dans ses les recommandations de bonne pratique, bah, qu'est-ce qu'elle va proposer? Elle va parler de thérapie individuelle ciblée pour l'enfant ou l'adolescent. Donc là, on va parler de psychothérapie, donc ça peut être les thérapies cognitivo-comportementales, pour pouvoir gérer certaines comorbidités anxieuses, gérer l'organisation, enfin aussi la psychoéducation, pour pouvoir, voilà, voilà, tu as un TDAH, avoir un TDAH, ça veut dire ceci, cela, il faut adapter les pratiques scolaires, essayer d'aménager les choses. On a la remédiation cognitive, pareil, sur ce principe de s'il y a une difficulté cognitive, et ben, on va essayer de voir comment on peut organiser, créer des routines. C'est pas la remédiation cognitive qui peut barrer Bob l'éponge, barrer des A, et voilà, ça c'est plutôt du drill, et voilà, on n'est pas enfin, je ne serai pas le premier ni le dernier à dire que c'est quelque chose qui n'est pas très efficace. Puis on peut avoir des groupes thérapeutiques.
Et l'idée, c'est que si on repart sur cette métaphore de la pelote de laine, bah, qu'est-ce qu'on a? Et ben, quand on va avoir Bart qui va être pris en charge individuellement, chez le psychologue, eh bien, en fait, il va y avoir comme une nouvelle pelote de laine qui va se créer entre les 2, la pelote de laine jaune. Et donc du coup, puisqu'ils vont se rencontrer, s'ils se rencontrent dans le cadre du TDAH, eh bien, ils vont avoir cette pelote de laine du TDAH qui va commencer à pouvoir se lier entre, la psychologue et Bart. Donc là, on voit que voilà, il y a un lien qui s'établit à 2 niveaux. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que lorsque Bart, il est individuellement dans la séance, et ben, cette pelote de laine avec les parents, en général, elle est rompue. Alors pourquoi est-ce que je l'ai rompue comme ça? Parce qu'en général, quand on va voir les enfants seuls, en thérapie, bah, voilà, souvent le psychologue va dire: «Bah non, ce qui se passe dans le bureau, ça reste entre nous, c'est son monde à lui», et puis en général, les parents font la même chose. «Bah non, il va chez le psy, c'est lui qui gère le truc», voilà. Donc là, à nouveau, ça amène cette scissure, en fait, c'est lui le problème, il a qu'à se débrouiller tout seul. Il a son TDAH, il a qu'à pas en avoir un, il se débrouille. Nous, on l'amène déjà, chez le psy, voilà. Après, pareil, c'est pas je critique pas, hein, mais c'est juste pour mettre un peu le contexte et donner un peu voilà, des éléments même que je peux aussi entendre moi au niveau de la pratique. Ensuite, on a, les prises en charge à destination du sous-système parental. Donc là, c'est vraiment on se focalise sur le parent et on considère que voilà, il y a des difficultés, liées au TDAH. Donc du coup, on va proposer les PEHP, les programmes d'entraînement aux habiletés parentales ou, de la guidance parentale. C'est-à-dire vraiment, voilà, on voit en tant que psychologue, médecin ou autre, seulement les parents et on travaille avec eux sur ces notions de guidance, de pratiques éducatives adaptées par rapport au TDAH. Alors là, à nouveau, qu'est-ce qu'on a? Bah, pendant qu'Homer et Marge sont, chez la psychologue, il va y avoir, bah, Lisa, Maggie et Bart qui vont rester à la maison, qui vont avoir voilà, il va y avoir une petite scissure, bien qu'il y a quand même en général un lien entre les 2 puisque finalement les parents pratiquent, sur des éléments relatifs au TDAH, mais c'est indirectement pour agir sur l'enfant. Donc là, on voit que finalement Bart a toujours ce lien avec le TDAH qui est là. Et par rapport aux parents, là, on a une relation thérapeutique qui s'installe, mais qui finalement, elle, pour le coup, ne s'installe pas avec l'enfant. Et pareil, on va avoir un peu une scissure entre le TDAH vu d'une part entre les professionnels et les parents, et d'autre part, le TDAH tel qu'il va être vécu à la maison. Donc il va y avoir en général voilà, les groupes Barclay, les groupes PEHP, c'est des groupes où on va donner des conseils éducatifs aux parents, on va donner des conseils sur qu'est-ce qui est le plus adapté de faire dans les pratiques éducatives pour pouvoir guider les parents. Et donc voilà, il y a vraiment cette idée, d'accompagner les parents dans leurs aptitudes parentales pour justement diminuer le stress parental, l'incompréhension parentale et notamment les conflits au niveau familial. Ensuite, bah, on a les thérapies familiales, ou la thérapie familiale. Et là, l'idée de la thérapie familiale, bah, c'est justement ce principe-là de la famille vient avec dans son entièreté, en tout cas la famille nucléaire, c'est-à-dire la famille qui vit sous le même toit, vont venir en consultation avec cette pelote de laine ensemble, donc ce système entier qui va venir ensemble, et ensuite va s'installer une relation thérapeutique avec le thérapeute qui lui-même va faire partie du système en établissant une nouvelle relation qui est représentée par cette pelote verte. Et donc là, on voit que justement, on est dans quelque chose de plus global, de plus homogène, où finalement, on va travailler avec les valeurs familiales tout en créant des interactions, mais où tout le monde va être là. Et justement, le but sera de, de considérer la place de ce TDAH dans la famille pour pouvoir accompagner vraiment en cohérence, en étape par étape, la famille. Donc là, à nouveau, l'idée, c'est pas de dire, oh là là, les prises en charge individuelles, c'est nul, les prises en charge euh, que des parents, ça sert à rien, vive les thérapies familiales, c'est pas ça non plus. L'idée, c'est que chacune a ses points forts, chacune a ses failles aussi, sachant que les thérapies familiales, c'est pareil, si on a un enfant qui est totalement opposé à la thérapie familiale, ça va être quelque chose, qui ne va pas, permettre, qui ne va pas permettre comment dire? Qui ne va pas permettre de pouvoir, bien, ouh je perds mes mots, qui ne va pas permettre de bien se saisir de cet outil de la thérapie familiale, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et on verra sur la fin, je donne notamment des moments où l'indication des thérapies familiales semble plus pertinent.
À nouveau, l'idée, c'est pas de dire: «C'est la solution miracle». Là, justement, il faut quand même le souligner. Dès qu'on vend une méthode miracle, voilà, en général, c'est plutôt des choses à fuir parce qu'il y a rien de miraculeux, il y a rien de magique, ça n'existe pas. L'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver les choses qui sont adaptées, qui font sens et dans tous les cas, l'idée vraiment des thérapies familiales et en tout cas dans la pratique telle que moi je la pratique et je veux pratiquer les choses, c'est pour travailler avec les valeurs parentales et vraiment me dire que en tant que thérapeute, mon but, ça va pas être de modifier, on va dire le système et de leur dire: «C'est nul ce que vous faites, on arrête tout, vous devez faire comme ça». Non, parce que, voilà, si on fait faire des choses qui sont contre les valeurs aux gens, c'est quelque chose qui va être compliqué. Je sais que bon, on peut peut-être penser que c'est un peu bisounours fait comme ça, mais en tout cas, les on va dire les résultats et la coopération, est beaucoup plus enfin, est beaucoup plus fréquente, avec ce type d'approche en tout cas. Donc, moi je me retrouve beaucoup plus à l'aise là-dedans. Je regarde juste dans le chat s'il y avait des questions, mais il me semble pas. Je vais quand même vérifier en attendant. Hop, je vais quand même vérifier si sur le truc j'en ai. Non, ok, bon, bah, ça semble ok. Bon, bah, du coup je vais continuer. Alors, hop. Donc là, justement, on va parler des accompagnements familiaux. Donc là, l'idée, c'est que je donne un petit peu quelques bases des thérapies familiales, de pourquoi les thérapies familiales sont utilisées, quels sont un peu les éléments historiques et fondateurs de cette approche. Donc la thérapie familiale, si on devait donner une définition, c'est un peu la même chose que la naissance de la neuropsychologie. Donc la neuropsychologie est née aussi des fameuses conférences de Massy qui datent de 1960, un truc comme ça, avec notamment l'avènement de la cybernétique. La cybernétique qui était de considérer euh, qu'il était intéressant d'étudier les systèmes, c'est-à-dire un système composé de différents éléments qui communiquent entre eux. Et le but d'un système, c'est toujours d'atteindre son équilibre. Par exemple, le corps, son but, c'est d'atteindre une homéostasie, un équilibre entre le sel et l'eau dans le corps. Ça va être de maintenir un équilibre au niveau de la pression, au niveau de la pression artérielle. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment toujours de maintenir un équilibre pour qu'il n'y ait ni trop peu, ni trop pas assez, parce qu'il faut toujours que les choses soient dans un équilibre qui, certes, est instable, mais dans un équilibre, en tout cas. Donc l'idée de cette cybernétique, c'est d'appliquer cette étude du traitement d'information des systèmes au système humain. Donc il y avait l'analogie entre l'homme et la machine. Et donc, ce qui était très vite ressorti de cela, et qu'on peut appliquer notamment à la psychologie, c'est là notamment, par exemple, on a Bart fait une bêtise, Homer est extrêmement en colère, du coup il va y avoir une interaction entre ces deux facteurs qui va se faire et il va y avoir un effet. Du coup Homer va avoir cette pratique éducative qui n'est pas du tout adaptée, quel que soit le problème en tout cas, hein, qui est la violence. Et du coup en fait qu'est-ce qui va se passer? Et bien avec cette violence, il va y avoir un mécanisme de rétroaction qui va venir renforcer le comportement de Bart. Et finalement ça donne un petit peu cette idée de cercle vicieux où les parents vont souvent très vite se retrouver et notamment dans le cadre des violences, c'est-à-dire il va y avoir des comportements oppositionnels ou en tout cas des difficultés au niveau de la maison. Le parent va avoir une certaine réponse, donc ça peut être la violence, ça peut aussi être la négociation. Et ces pratiques-là, en étant faites, donc, on va rester sur l'exemple de la violence puisqu'on est sur Homer, il va y avoir ensuite, au moment où la violence aura été faite, bah, le parent va ressentir de la culpabilité, de la honte, et en général, il va y avoir un peu une inversion de place qui va se faire, et après, le parent va vouloir un peu réparer, on va dire, entre guillemets, la faute, le fait d'avoir été violent. Et ça, du coup, justement, ça crée une forme de déséquilibre où finalement, bah, il y a une conséquence, après la conséquence, elle tend d'être annulée, puis après, on est dans des schémas qui vont être assez répétitifs, et où finalement, bah, cette action-là, qui déjà n'était pas efficace de base, le devient de moins en moins. Et après, il va y avoir tous ces cercles vicieux qui vont pouvoir se mettre en place. Après, on peut donner un autre bon exemple, hein, qui arrive très très souvent aussi dans le cadre du libéral.
ou enfin dans le cadre de consultation même de manière générale, hein. Voilà, Bart a un diagnostic de TDAH, bah, on va lui expliquer, voilà, tu as des difficultés à te concentrer, tu n'arrives pas à t'organiser, tu as des difficultés pour pouvoir faire ton sac, il va falloir aménager des choses. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, facteur Bart, facteur, TDAH, hop, l'effet c'est: «Bon, bah, je peux pas bosser. Bon, bah, du coup, je peux pas bosser, bah, parce que j'ai un TDAH, donc hop». Et donc ça va aussi maintenir le comportement. Du coup, là, à nouveau, ça c'est là où c'est très intéressant de pouvoir questionner la place, que va être accordée au TDAH, c'est aussi ça. Parce que le plus souvent, on peut aussi mettre ça, dans l'exemple, de la dynamique familiale aussi, hein. Par exemple, le fait que le diagnostic soit très tardif, qu'il y ait plein de soucis scolaires, plein de soucis familiaux et autres, les parents, ils en sont au bout du rouleau, ils en peuvent plus et ils vont être dans ce schéma de pensée où voilà, il y a des difficultés, il y a un problème et du coup, il va falloir comprendre pourquoi cela se passe et donc finalement, le fait d'avoir le diagnostic de TDAH, très souvent les parents vont ça va tellement les soulager, le fait de voilà, de savoir que c'est pas de leur faute. On va dire c'est entre enfin c'est un peu choc, mais c'est pas que de leur faute, c'est parce que c'est quelque chose de systémique justement. C'est pas que de la faute de l'enfant, c'est pas que de la faute du TDAH, c'est pas que de la faute des parents, c'est pas que de la faute de l'école, c'est un tout, parce que se met en place des mécanismes circulaires, voilà, parce qu'il fait des bêtises, il en fait tout le temps, bah, du coup c'est un sale gosse. Voilà, c'est un peu toujours ces choses qui tournent un peu, on va dire en rond, des fameux cercles vicieux et donc du coup, les parents vont là aussi pour se dire: «Ah purée, ouf, c'est pas nous, donc du coup, c'est bon, c'est le TDAH» et puis il y a ce soulagement qui est tel que le TDAH va devenir un peu une excuse, mais parce qu'il vient soulager quelque chose et donc là, à nouveau, la chose, c'est aussi de soutenir cette famille dans cette mise à jour parce que, OK, c'est très soulageant, mais en fait, maintenant, il y a des choses à faire. Maintenant, c'est là maintenant et même si vous êtes, fatigué, lassé de certaines choses, bah, c'est maintenant qu'on a mis le doigt sur quelque chose, bah, qu'il faut s'en saisir. Et donc c'est souvent ces choses-là qu'il faut aussi beaucoup travailler, et où on voit que finalement il y a toute une importance, dans les interactions et dans une enfin, qu'il y a aussi tout un intérêt dans l'approche systémique du TDAH. Après, quand on s'intéresse aussi au TDAH, bah, quand l'enfant va venir consulter aussi très souvent c'est voilà, on vient vous voir parce que, mon enfant il est, infernal, il est oppositionné à la maison, il fait plein de conneries, on doit racheter plein de choses, on a dû, modifier la clôture du jardin, enfin on a dû faire plein de frais. OK, donc du coup là effectivement on arrive avec, cette demande qui concerne très spécifiquement l'enfant, mais après quand on va questionner, et ben au niveau familial il se passe plein de choses aussi. Donc ça peut être, c'est pas la cause, hein, heu, mais il va y avoir, plein d'éléments qui sommeillent ou qui vont se renforcer les uns les autres et donc c'est là où on a un peu ce principe qu'on va appeler le patient désigné. Donc là, on pourrait dire par exemple que Bart, en étant pris en charge ou en tout cas diagnostiqué également, on va être dans ce patient désigné. C'est Bart qui a le problème. Bart a le problème, où finalement l'ensemble de la famille va venir consulter pour lui. Donc ce patient désigné, en quelque sorte, il va être un peu la pièce centrale de la famille. Et ce qui va amener à consulter, c'est le fait que la famille perçoit qu'il y a un équilibre qui est instable, qu'il y a des difficultés, et que finalement, il y a un certain équilibre qui a été atteint à ce moment-là par la famille, et c'est le meilleur équilibre que la famille peut atteindre à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement, il y a pas de vous faites mal, non, c'est vous faites tel que là maintenant je vous vois, c'est vous faites du mieux que vous pouvez avec les ressources que vous avez. Et donc là, l'idée du contexte en thérapie familiale, c'est ça qui est très important, c'est on voit Bart qui a le problème, ok, mais en fait il faut prendre ce grand angle, il faut vraiment prendre du recul sur toute la situation. Et quand on prend du recul sur toute la situation, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Homer, ok, a des comportements violents qui ne sont pas excusables, mais finalement il a une vie qui est très compliquée, il a un contexte d'abandon, de sa mère qui est très fort. Là, il a été abandonné, par sa mère, il a en même temps, un père qui, lui aussi, savait pas trop comment faire avec lui. Du coup, lui aussi, ses liens d'attachement étaient assez compliqués. En plus, on peut rajouter, hein, il a été pas forcément très apprécié, de ses beaux-parents parce que voilà, les parents de Marge l'apprécient pas forcément. Marge, elle aussi, a une tendance à être plutôt, heu
à garder ses affects, à assez peu communiquer sur ses émotions, à assez peu partager. Donc du coup, à nouveau, elle joue un peu ce rôle tampon, ce rôle médiateur dans la famille. Lisa, à côté, va avoir de très bonnes compétences intellectuelles, va avoir une forte sensibilité, mais pareil, elle va pas forcément être écoutée, elle va être malmenée par son frère et puis en même temps, son frère finalement c'était un enfant qui était pas forcément voulu non plus au départ, c'est le premier de la fratrie. Au niveau scolaire, c'est compliqué, il y a un traitement médicamenteux qui est introduit à un moment donné, puis Maggie, la dernière, pareil, elle finalement elle est un peu laissée à l'autonomie puisque, bah, voilà, bah, Homer, boit, de l'alcool, Marge, voilà, elle essaie de contrôler comme elle peut l'environnement. Et voilà, après finalement quand on a tout ce panel-là, on se dit: «Ah ouais, en fait ça vaut peut-être quand même le coup d'essayer de proposer quelque chose en tout cas de systémique à cette famille» puisque, finalement à partir de Bart et ben, on a une ouverture, du cadre familial qui est très intéressante et qui amène plein d'idées, de prise en charge possible. Parce que là, à nouveau, bah, il y avait notamment des épisodes où Bart peut aller chez le psychologue, bah, voilà, OK, il va chez le psychologue, mais s'il a pas envie de faire, bah, il fera pas. Donc c'est là aussi où les programmes d'entraînement aux habiletés parentales est aussi important, parce que ça permet d'agir indirectement sur l'enfant. Bah, voilà, il y a vraiment cette complémentarité d'approche qui est super importante, en tout cas dans le TDAH, mais aussi dans le travail thérapeutique que chacun peut proposer. Ensuite, on a ce principe de Gestalt. Donc la Gestalt, alors si on devait définir, la belle définition de la Gestalt, c'est, la somme des parties, le tout est plus que les sommes oh là là, le tout est plus que la somme des parties qui le constituent. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend, un ensemble des membres de la famille, et bah, du coup la famille Simpson, elle est plus que Homer, plus Marge, plus Lisa, plus Maggie, plus Bart. Parce qu'en fait, la famille Simpson, c'est Homer, Marge, Lisa, Maggie, Bart, mais c'est aussi Homer en interaction avec Marge, avec Lisa, avec Maggie, avec Bart, Marge en interaction avec et cetera, et cetera. Donc en fait, c'est les personnes, leurs interactions, leurs échanges, donc c'est vraiment un tout. Et finalement, l'idée c'est qu'une famille Simpson, bah, c'est pas la même famille Simpson avec ou sans Bart. Et si on raisonne dans ce terme-là, bah, c'est pareil. La famille Simpson avec un TDAH n'est pas la même chose qu'une famille Simpson qui n'a pas le TDAH. Parce que finalement, le TDAH, c'est un marqueur qui est là. Donc finalement, en fait, à un moment donné, qu'on va poser le diagnostic, des fois, les gens, quand ils viennent, ils le savent déjà. Ils savent déjà qu'il y a quelque chose qui n'allait pas ou machin. Donc ok, il y a un mot qui est posé, il y a un nom, super, on sait ce qui est, on sait enfin avec qui on cohabite. Bon, c'est un peu comme si on avait toujours eu une espèce de parasite, un squatter dans l'appartement, dans la famille, et puis là maintenant, bah, on ouvre le placard et ah bon bah ok, bon, bah, en fait on sait qu'il est là, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Maintenant qu'on sait ça, ok, il faut des pistes. Ensuite, il y a le principe aussi très important qui est l'homéostatie. Donc, c'est ce que je disais juste avant, c'est que finalement, il y a un équilibre dans tout le temps. Et donc, c'est aussi un équilibre des rôles, un équilibre des places. Où finalement, chacun, s'il n'était pas là, eh ben, la dynamique serait totalement différente. Par exemple, si on n'avait pas Homer, bah, la série serait peut-être moins drôle parce que, justement Homer c'est, cet aspect impulsif, c'est cet aspect, colérique, c'est cet aspect, être dans l'action, pas réfléchir, voilà. Donc finalement, bah, s'il y avait pas Homer, bah, ils seraient pas partis, les Simpsons ne seraient pas partis ne seraient pas partis, à New York, Marge, se retrouverait pas, à que sais-je. Ensuite, pareil, Marge, elle a aussi un rôle très important parce que si elle n'était pas là, bah, voilà, les quelques épisodes où Marge n'est pas à la maison, bah, la maison, c'est un dépotoir, c'est, voilà, c'est la porcherie, c'est super compliqué. Donc elle a ce rôle vraiment de cadre, de tempérance, de réparation. Lisa, elle est posée, elle va apporter cette réflexion. Bart, il va être un peu comme Homer, il va, permettre de titiller, de bouger les choses, d'amener entre guillemets une certaine fraîcheur et puis d'un autre côté on va avoir Maggie qui va elle aussi amener la forme de la protection, voilà, tirer sur Monsieur Burns, elle protège Homer et puis elle fait tout ça en plus dans le silence. Et, c'est une enfant qui peut se cacher, qui va venir dans les moments où il faut.
Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'équilibre familial et donc là, à nouveau, si on vient et fram blam, on bouge tout parce qu'il y a un TDAH, donc faites ci, faites ça, il faut faire ouais, faut que ça s'inscrive dans les valeurs de la famille, parce que sinon la famille ne s'y retrouvera plus et dans tous les cas, la famille, elle vise à un équilibre, et le plus souvent, quand il va y avoir un frein au changement, c'est souvent parce qu'il y a une crainte de la famille que ce soit pire que ce que c'est déjà maintenant. Et donc justement, le travail du thérapeute, c'est pas de faire à la place d'eux, mais c'est de faire avec. On fait avec, on essaye d'avancer sur ce qui est important pour vous et on y va. Et on soutient les choses. On passera par des moments difficiles, on va arriver à ce déséquilibre, on va passer une crise, mais pour qu'il puisse y avoir un équilibre qui soit plus acceptable pour tout le monde. Voilà, l'idée c'est vraiment ça, de respecter, de respecter en tout cas cette homéostasie. L'idée c'est vraiment de considérer individuellement la place de chacun, de considérer individuellement les valeurs de chacun, tout en faisant en sorte que la famille, elle maintienne un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire, bah, voilà, on est la famille Simpson parce que ça, mais en même temps, dans la famille, chacun a son rôle parce que moi, je suis important pour ça, moi, je suis important pour ça. Et donc, il y a vraiment cette part-là d'importance dans ce type de thérapie-là. Ensuite, on a le principe aussi de circularité dans les thérapies familiales qui est très important et qui a aussi son rôle dans le TDAH parce que souvent, qu'est-ce qui va se passer dans le TDAH? Et ben, voilà, il va souvent y avoir, des incompréhensions, il peut aussi y avoir des formes de coalition, des formes de, comme je disais avant, de schémas aussi qui vont pouvoir se répéter. L'idée, c'est que finalement, dans les relations, ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est la ponctuation des événements qui vont se produire. Donc c'est par exemple les ponctuations, c'est par exemple, je sais pas, on va avoir un enfant qui va être impulsif et qui va, casser, qui va casser la télévision par exemple et voilà, on va être dans du: «Ouais, tu te rends compte, tu cassé la télévision, ça m'a coûté cher» et cetera et cetera. Et du coup, là, le parent, s'énerve, il rentre dans des colères, il dit des noms d'oiseaux et cetera. Et du coup, voilà, en général, l'enfant va lui aussi répondre dans l'affront également. Et voilà, après il y a une grosse colère et cetera et puis là, en fait, bah, la ponctuation des événements, en fait, va être vécue différemment d'une personne à une autre. Il va y avoir une ponctuation où l'enfant va dire: «Ouais, tu te rends compte, tu m'as engueulé alors que j'étais triste, et du coup, je comprends pas, je t'ai dit que j'étais désolé». Puis le parent qui dit: «Ouais, mais voilà, moi, c'est pas comme ça, toi tu cassé la télé, gna gna». Et l'idée à nouveau, c'est d'essayer c'est que finalement les représentations des choses, les liens, les éléments qui sont vécus, en fonction des ponctuations, donc de la temporalité qu'on va leur donner, font qu'il va y avoir une différence dans le vécu des choses. C'est-à-dire par exemple, hem, bah, c'est un peu le là, en fait, ouais, j'arriverai pas à un autre exemple, mais c'est un peu, par exemple, comme les trucs dans les couples, il y a des engueulades parce que, «Oui, mais non», je sais pas, imaginons, voilà, on rentre, le mec fait pas à manger, puis sa femme lui dit: «Ah, mais t'avais dit que, tu dit que tu ferais à manger, que t'avais dit que tu ferais à manger aujourd'hui, du coup, bah, moi je vais commencer». Puis après l'autre fait: «Non, non, mais c'est bon, je vais le faire», et l'autre lui dit: «Mais non, mais maintenant tu le fais seulement parce que je te le dis». Donc voilà, et là après c'est pareil, c'est des idées aussi où les ponctuations vont pouvoir faire en sorte qu'il va y avoir des escalades symétriques, des escalades au niveau verbal, au niveau énervement, qui vont pouvoir, modifier pas mal de choses et c'est là aussi où on voit qu'il y a vraiment une circularité qui est importante et l'idée de ces thérapies familiales, c'est aussi ça. C'est vu qu'il y a tout le monde, l'idée c'est que le thérapeute, il soit vraiment là comme un médiateur, comme un donneur de parole. C'est-à-dire il va être dépositaire du micro et puis il va vraiment être amené à me faire communiquer les gens sur leur communication. C'est-à-dire vraiment, alors voilà, Bart, quand tu as dit, que tu voulais changer de comportement et parce que là, cette scène-là, c'est l'épisode où Bart décide d'être super clean pour pouvoir, faire une sortie scolaire qui l'emballe de ouf pour aller, visiter un sous-marin. Là, il dit: «Voilà, c'est fini, je fais plus de bêtises pour pouvoir avoir ce truc». Puis là, tout le monde rigole: «Ah bah, ouais, bien sûr, toi tu ferais plus de bêtises, gna gna». Et donc, là, à nouveau, on voit aussi que ces aspects, circulaires, font que, voilà, Bart ne pas se sentir compris,
Ça va générer du coup un conflit entre Bart et Lisa et Homer qui se sont, on va dire une coalition contre Bart. Puis après, du coup, Marge, ça va l'agacer, donc elle va faire un lien avec Bart. Et puis tout ça finalement va générer des tensions qui vont pas forcément être discutées ensuite. Et finalement, les émotions qui ont été ressenties à ce moment-là, elles n'auront pas été forcément bien accueillies, forcément bien comprises, et ça peut mener aussi à des dérèglements, à des difficultés de compréhension, et notamment, on sait que dans le TDAH, cette régulation des émotions, cette circulation de la communication des émotions est très complexe, et donc aider la famille à pouvoir verbaliser ces choses-là est aussi très important. Donc finalement, la thérapie familiale, quand c'est qu'on peut y penser? Donc l'idée, en fait, c'est de partir un peu sur ce principe-là de la thérapie individuelle, c'est quelque chose d'intéressant et quelque chose à envisager quand la personne, elle va à la fois être dépositaire du symptôme, donc c'est elle qui a le symptôme, c'est elle qui souffre et c'est elle qui a la volonté de vouloir s'en sortir de cette souffrance. Donc c'est ce qu'on appelle l'allégation. Donc imaginons Barthes va dire mon comportement me pose problème, je souffre de cette situation, je veux agir sur l'expression de mon TDAH. Donc voilà, je veux vraiment maintenant m'organiser pour que voilà, je puisse vraiment être autonome dans mon travail. Ok, là, on a tous les ingrédients pour avoir une thérapie individuelle qui soit envisageable. Par contre, si c'est au sein du système qu'on va avoir ces 3 points et qui vont être apportés par des personnes différentes, voilà. Bart, il a son TDAH, il a des comportements impulsifs et oppositionnels qui posent problème. Marge qui va dire, on veut que le climat familial s'apaise, qui va y avoir cette demande, et il va y avoir ensuite derrière la souffrance de Lisa qui va dire bah voilà, je suis inquiète parce qu'il y a des violences dans ma famille, j'ai peur que la violence elle augmente et puis qu'à un moment donné, je sais pas, papa tue Bart dans un excès de violence. Ok. Bah là, du coup, ça peut valoir le coup de partir sur quelque chose plutôt de familial, puisqu'on va avoir vraiment les différentes personnes qui vont être dépositaires d'une demande qui va être plutôt différente. Enfin, d'une cohérence au niveau de la demande, mais où chacun va avoir un de ces éléments-là. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe dans le travail de thérapie familiale? Ça va être un petit peu à nouveau cette métaphore-là des pelotes de laine. On va avoir les Simpsons qui vont arriver en thérapie familiale avec cette pelote de laine orange, où ils vont avoir ce lien fort entre eux, leurs valeurs, leur, euh, leurs compétences familiales, toutes ces choses-là. Le thérapeute va lui-même tisser avec la famille des liens thérapeutiques, mais des liens où le thérapeute va faire système avec la famille. Il va partager ses valeurs, il va y avoir plein de choses très intéressantes qui vont pouvoir s'élaborer à partir de là. Et on va partir du coup du problème, de ce qui pose problème, le TDAH par exemple, pour voir quelle est la place qu'on peut lui attribuer, quelles sont les mises à jour qui peuvent être faites, et quel est l'équilibre que le système va pouvoir aspirer à atteindre tout en restant en cohérence par rapport à leurs valeurs. Et donc justement, là, l'idée, c'est de simuler un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête du thérapeute dans la thérapie familiale. Bah, déjà, il y a cette image de pelote de laine. Pourquoi moi, personnellement, j'ai pas l'impression des fois que je vois ces pelotes de laine, où voilà, j'aime même bien dire des fois que quand, quand l'un ou l'autre va pouvoir tirer, bah, des fois ça peut embarquer toute la famille hein, avec cette pelote de laine. Imaginons Bart tire un coup très fort avec la pelote, bah, il va embarquer voilà, Marge, Maggie, Lisa, peut-être pas Homer, parce que ça ne touche pas forcément cette situation, mais en tout cas, ça peut déséquilibrer vraiment différentes places. Le thérapeute va vraiment avoir ça en tête. Et en même temps, il va y avoir des éléments systémiques qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire, bah, c'est quoi il faut que je fasse circuler la parole, il faut que je distribue le temps à chacun, il faut que j'accorde mon attention aux valeurs individuelles de chacun, mais aussi aux valeurs collectives, qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui soit maintenu, qui soit créé, parce que vous êtes une famille avant tout, mais en même temps, chaque personne a aussi son besoin d'être reconnue comme une personne à part entière, avec ses propres émotions, ses propres valeurs. L'idée après, c'est aussi de se baser sur c'est quoi le programme officiel de la famille, c'est quoi ce que la famille tend à faire, c'est-à-dire est-ce que, voilà, chez les Simpsons, chez nous, ce qui est important, c'est de s'amuser. Bah ok, le programme officiel, du coup, si c'est l'amusement qui unit la famille, et ben c'est une chose qu'il faut garder en tête. Les constructions du monde, c'est pareil.
Ça peut être, on peut faire confiance à personne, parce qu'à chaque fois qu'on va faire confiance à quelqu'un et ben, on va pas nous rendre service, on va pas ci, on va pas ça. Là, à nouveau, c'est des choses où on peut se questionner: qu'est-ce qui va renforcer cette construction du monde? Qu'est-ce qui va, pouvoir, la modifier? Quelle est la place du symptôme? Est-ce que si finalement le TDAH de Barthes change, est-ce que ça va pas déséquilibrer encore plus la famille? Enfin voilà. C'est tous ces éléments-là, qu'il va y avoir dans la tête du thérapeute, au moment de réaliser ce travail-là, de thérapie systémique. Donc, voilà ce que je souhaitais vous proposer par rapport à cette approche de la thérapie familiale dans l'accompagnement du TDAH. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y avait éventuellement des questions, des remarques dans le chat par rapport à cette présentation.